Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires avec le réseau VIA et les télévisions locales de France. Puis territoire d'info. L'invité politique aujourd'hui, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui sera sur ce plateau en direct. Enfin, c'est Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire en 3e partie d'édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent alors que le président de la République a prévu de se rendre au Sables d'Olonne jeudi. 15 000 personnes ont participé hier lundi à une marche silencieuse le long de la plage pour rendre hommage aux 3 sauveteurs décédés vendredi en tentant de sauver, vous le savez, un chalutier en détresse dans la tempête Miguel. 3 jours après le drame, l'émotion était toujours très palpable. Les équipes de TV Vendée et Télé Nantes étaient sur place, regardez. En tête du cortège, de nombreux bénévoles de la SNSM. Vendredi, ce sont 3 d'entre eux qui ont perdu la vie. Leur navette a chaviré dans la tempête en tentant de porter secours à un chalutier en détresse. C'est une grande famille, nous on est du Golfe du Morbihan, on est venus à 6 pour soutenir nos amis des Sables d'Olonne. Nous sommes de la station de La Rochelle et c'était très important pour nous de venir en nombre pour se recueillir et puis pour exprimer notre soutien aux familles et à tous nos amis marins morts ou touchés par cette tragédie. Ça fait partie de la solidarité des gens de mer, d'être là dans des moments aussi difficiles. Près de 15 000 anonymes se sont également joints à la marche. On a déposé des fleurs pour penser à eux. Pour leur rendre hommage. C'était indispensable pour témoigner tout notre respect pour ces personnes qui se sont sacrifiées. J'habite juste derrière et c'était important. C'est vrai que c'est un gros drame pour toute la ville. On les connaissait tous de près ou de loin. Et ça nous touche vraiment profondément de savoir que c'était aussi près des côtes et aussi près de chez nous en plus. Voilà. Et je trouve ça assez émouvant de voir tous les bateaux et tout le monde réuni aujourd'hui pour leur rendre hommage. En mer, de nombreux bateaux ont aussi assisté au rassemblement. Voilà, retour dans la capitale. Les trottinettes sont passées d'un mode de déplacement à un véritable fléau pour les Parisiens. Abandonnées sur les trottoirs ou responsables de plus en plus d'accidents de la circulation, elles ne font plus du tout l'unanimité. Alors face à cette situation, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a décidé diverses mesures. Le point avec Sébastien Côté de Via Grand Paris qui nous les explique. Une trottinette électrique stationnée sur le trottoir. C'est devenu monnaie courante dans la capitale. Une dérive à laquelle la mairie de Paris veut mettre fin. La loi sur la mobilité censée encadrer ce nouveau mode de transport n'est toujours pas votée à l'Assemblée nationale. Alors Anne Hidalgo perd patience. Les infractions continuent à être commises et que ce n'est pas acceptable. Dans la capitale, les trottinettes ont envahi l'espace public et les accidents se multiplient. Aujourd'hui, ce que nous constatons avec ces systèmes dits de flotte libre, c'est qu'il y a un éparpillement et donc un désordre, un chaos dans les rues. Anne Hidalgo décide de prendre des mesures pour endiguer le phénomène. Première annonce, le stationnement sera désormais interdit sur les trottoirs à partir du 1er juillet. Les trottinettes devront être déposées sur des emplacements voitures, 2 roues motorisées ou vélos. Autre annonce, le bridage des trottinettes. La maire de Paris demande aux opérateurs de limiter la vitesse de leurs engins à 20 km/h en ville, particularité pour les aires piétonnes et les zones de rencontre, où la vitesse ne devra pas dépasser 8 km/h. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est des mesures qui concernent l'interdiction de la circulation et du stationnement sur les trottoirs, des mesures d'urgence, un appel volontaire aux opérateurs de manière à ce qu'ils réduisent leur flotte et qu'ils réduisent la vitesse de leurs engins. Et puis nous appelons le gouvernement également à réglementer l'activité des trottinettes de manière à aider les villes à pouvoir réguler mieux ces systèmes de mobilité. Environ 20 000 trottinettes circulent à Paris. Anne Hidalgo prévoit de lancer un appel d'offres pour limiter le nombre d'opérateurs à 2 ou 3. Aujourd'hui, ils sont 12 dans la capitale.
L'égalité homme-femme, on en parle aussi dans le football. Impossible d'être footballeuse sans se battre pour l'égalité. Cette phrase est signée Anna Hagenberg, première femme ballon d'or de l'histoire en 2018. Et alors que la Coupe du Monde vient de démarrer, la Norvégienne, qui depuis 2 ans refuse de jouer en équipe nationale, car sa fédération ne rémunère pas les femmes autant que les hommes, était de passage à Grenoble pour partager un moment avec des joueuses amatrices. Mathias Areaz pour Télé Grenoble. Amatrice débutante ou confirmée, il y avait de tout dans la vingtaine de filles venues profiter des conseils d'Ada Hegerberg. Première ballon d'or féminine de l'histoire, la Norvégienne a fait le trajet depuis Lyon pour venir à la rencontre de footballeuses en herbe, surprise par sa simplicité. Déjà, elle est belle, hein. Mais elle est gentille, elle est cool avec nous. Ça se passe bien. Elle discute un peu, elle est sympa, elle joue tranquille parce qu'elle sait qu'on n'est pas forcément à son niveau. Du coup, voilà. C'est un plaisir et ça montre qu'on peut aller loin si on a envie. Et toi, tu as envie de devenir footballeuse professionnelle ? Oui. En 2 heures, l'attaquante lyonnaise a échangé quelques bons ballons, des sourires, sans pour autant faire taire son instinct de tueuse devant le but. Je pense que c'est le bon timing d'avoir une Coupe du Monde en France aussi, forcément. Je pense que déjà avec le succès de l'Olympique lyonnais, l'équipe a donné beaucoup d'intérêt aux Français surtout. Et partout où on va, si ça soit en coupe ou en championnat, il y a beaucoup de monde qui vient nous voir. Donc je suis contente qu'il y ait une Coupe du Monde qui vient en France parce qu'il y a de beaux stades. Et toujours cette historique de foot, et pourquoi pas la même chose pour les femmes. Les fans de la Norvégienne n'auront pas la chance de voir l'attaquante vedette sur les pelouses du mondial. En conflit ouvert avec sa fédération, la Ballon d'Or a décliné l'invitation. Voilà un sujet de notre partenaire Télé Grenoble. On part dans le sud-est maintenant où la cuisine centrale de Gardanne a reçu il y a peu le label EcoCert. Il récompense les cantines dont le menu intègre des produits bio, locaux et durables. Il faut dire qu'environ 13% des fruits et légumes cuisinés proviennent carrément du parc agroécologique de la ville. Manon Mujica pour Provence Azur TV, regardez. 2500, c'est le nombre approximatif d'oignons qui ont été plantés aujourd'hui sur cette parcelle du parc agroécologique de Gardanne. Un chantier participatif où petits et grands se sont retroussés les manches. Ma technique, c'est je plante comme ça et après, en fait, je continue avec le doigt. Une main-d'œuvre bienvenue. Il faut dire que sur cette exploitation de 2 hectares, 800 mètres carrés sont cultivés en permaculture. Un défi quotidien relevé notamment par les ateliers de Gaïa et par François Le Gall. La municipalité a mis à leur disposition un terrain en friche dans le quartier de Payanet. Trois piliers qu'on essaye d'appliquer ici. Le premier, c'est de chercher à avoir le moins d'énergie possible consommée. Donc du coup ça implique de ne pas labourer, donc de trouver d'autres manières de cultiver. Le moins d'eau possible, on a ici de l'arrosage au goutte à goutte et un tout petit peu de micro-aspersion parce que pour les carottes c'est pas possible autrement. Enfin on ne sait pas encore faire en tout cas. Et puis aucun produit chimique. Pas d'herbicide ni d'engrais donc. Pour vivifier ses plants de radis par exemple, François a recours au pois mange-tout. Sur les racines on voit qu'il y a des petites boules blanches là comme ça. Et alors ça en fait c'est de l'engrais, c'est de l'azote. Et c'est ces plantes-là qui arrivent à transformer l'azote de l'air qui est en fait dans le sol, il y a de l'air, donc ils arrivent à capter cet azote et puis à en faire de l'engrais qui va être aussi disponible après pour les autres plantes. L'autre clé du succès, c'est le mélange des cultures. Nos salades, qui poussent là au milieu des pois mange-tout, comme on a vu tout à l'heure. Et puis sur les bords, on a là ici, juste là, vous avez les oignons, ou bien jusqu'ici, voilà, sur le bord qui nous permet d'avoir une protection notamment insecticides contre les nématodes. L'an dernier, le parc a produit plus de 2500 kg de légumes frais et biologiques, des radis, des blettes ou des carottes qui alimentent la cuisine centrale de Gardanne. Près de 13% de sa consommation globale de fruits et légumes provient du parc agroécologique. La ville vient d'ailleurs de décrocher le label EcoCert. Il récompense les cantines dont le menu intègre une partie de produits bio, locaux et durable.
On reste dans les cuisines, celle du sud-est là et maintenant celle du sud-ouest. C'est à Toulouse et c'est signé Thierry Marx. Le chef étoilé engagé depuis toujours vient de lancer la première promotion de sa nouvelle école gratuite de cuisine. Les cours ont commencé le 20 mai au sein du marché d'intérêt national. Chômeurs ou en reconversion, les élèves sont là pour apprendre à devenir commis de cuisine avant de partir en stage et d'essayer d'obtenir un certificat de qualification professionnelle. Reportage de Geoffrey Priol de Via Occitanie, notre partenaire. Ils sont en reconversion professionnelle ou chômeurs et ils apprennent aujourd'hui à devenir commis de cuisine. Ces 11 élèves constituent la première promotion de l'école cuisine mode d'emploi du chef Thierry Marx à Toulouse. Et pour beaucoup, cette deuxième chance, c'est l'occasion inespérée d'accomplir un rêve. Moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine et donc c'était vraiment quelque chose qui était en fait ancré, mais que j'ai un peu mis de côté pendant toute ma carrière dans l'électricité. Et quand c'est arrivé, si vous voulez, c'était comme une évidence en fait. Voilà. Une évidence qu'elle partage avec ses 10 autres camarades de 20 à 50 ans. La formation dispensée est gratuite. Ils ont 8 semaines de cours intensifs où en plus d'apprendre des recettes, ils retiennent surtout les gestes adoptés. Donc là, on a abaissé la pâte. Maintenant, on utilise un petit découpoir et on va portionner. D'accord ? On vient comme ceci. On portionne, on portionne. On se concentre surtout sur tous les gestes techniques. Les gestes techniques ainsi que toutes les recettes issues du patrimoine culinaire français. On travaille différentes thématiques, la pâte à choux, on travaille également le fond brun de volier. L'idée c'est de faire une démonstration et ensuite à eux de reproduire la recette proprement dite. L'école est installée au cœur du marché d'intérêt national de Toulouse, une évidence pour l'apprentissage de ce métier dans la restauration. On est en face des producteurs de fruits et légumes, on est en circuit court, donc ça nous permet aussi de pouvoir travailler avec nos stagiaires sur le zéro déchet, le circuit court, l'éco-responsabilisation qui est importante aujourd'hui dans notre métier. Et en à peine 2 semaines, les élèves sont investis dans leur travail. Je m'éclate, on a un super formateur en plus, l'école on a un super outil. Donc c'est que du plaisir. Les apprentis commis partiront après pour 3 mois de stage et laisseront la place à la deuxième fournée d'élèves au mois de septembre qui affiche déjà complet. On poursuit le JT des territoires dans un instant avec les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre avec un drame à la une du Télégramme, le drame qui s'est passé dimanche après-midi. À Lorient, dans le Morbihan, c'est le choc. Un automobiliste a fauché 2 enfants de 10 et 7 ans à la sortie d'un rond-point dimanche en fin d'après-midi. L'enfant de 10 ans est mort. Le second se trouve en urgence absolue. Le conducteur et la passagère qui l'accompagnaient ont pris la fuite. L'automobiliste a été identifié. Il s'agit d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, connu pour plusieurs conduites sans permis. Ils sont aujourd'hui activement recherchés et en cours jusqu'à 10 ans de prison. Et puis c'est près de Rouen, c'est dans Paris-Normandie. Ce sont les tags de la honte à la une de ce journal. Je n'ai pas peur du tout. S'ils veulent ma peau, je suis là. Déclaration de Latifa Hind Ziaten, la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah, qui est l'objet de menaces de mort. Dimanche soir, des inscriptions injurieuses et antisémites ont été taguées sur les murs de son domicile. Elle a depuis déposé plainte. Très présente dans les médias, Latifa Hind Ziaten milite pour la laïcité depuis l'assassinat de son fils par Mohamed Merah en mars 2012. Elle est depuis devenue un symbole de la lutte contre la radicalisation. Et puis à la une du Républicain Lorrain, des journaux du groupe Ebra, quand travailler devient un calvaire. En plein procès sur les suicides à France Télécom, un projet de loi sur le harcèlement moral en entreprise est présenté cette semaine. Ce procès France Télécom est une première. C'est la première fois qu'une très grande entreprise est poursuivie sur le plan pénal pour harcèlement moral. La santé au travail, son envers, la souffrance sont des sujets relativement neufs. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, en convient. Il faudrait en parler davantage. Quand je vais dans une entreprise, c'est de ça d'abord dont me parlent les salariés. Et puis à la une de la Dépêche du Midi, le grand quotidien d'Occitanie, des menaces sur les épreuves du bac. Le bac débute lundi, mais une menace de grève plane toujours sur la surveillance de l'examen. Jean-Michel Blanquer prend l'engagement qu'aucune épreuve ne sera perturbée. Le ministre de l'Éducation nationale s'est de nouveau voulu rassurant, alors que les syndicats appellent à la grève. Ils protestent contre la réforme du baccalauréat, la refonte du lycée. On appelle à une grève de la surveillance, mais pas des épreuves. On veut envoyer un signal pour dire à Jean-Michel Blanquer qu'il n'a rien écouté. C'est ce qu'explique Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES FSU, le premier syndicat des professeurs du secondaire. Et puis à la une de la Voix du Nord, une photo de 2 jeunes.
Ils sont très beaux d'ailleurs, et c'est le service civique qui les occupe. C'est la région championne de France. Voilà, les Hauts-de-France sont la région championne de France du service civique. La région se distingue par la réussite du dispositif, une mission d'engagement volontaire destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. Plus de 40 000 jeunes se sont engagés depuis 10 ans dans les Hauts-de-France. La spécificité du programme Boosté que suivent ces jeunes, interrogés par La Voix du Nord, une alternance entre bénévolat solidaire et éducation populaire. Vous avez vu leur coupe de cheveux? Vous pensez, Saveria, qu'il va falloir couper tout ça? Ils sont jeunes. Et beau, merci. Saveria, à tout à l'heure pour la troisième partie de cette émission. Dans un instant, le Club de la Presse. Sébastien Fournier et Jean-Baptiste Forêt sont avec nous ce matin. Vous, messieurs, vous êtes qualifiés pour le service civique, au point de vue de la coupe de cheveux. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Forêt, vous appartenez à la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour, Sébastien Fournier, d'Objectif Métropole de France. Vous en êtes le directeur de la rédaction, rédacteur en chef, éditorialiste. Bonjour, vous avez toutes les qualités. Bonjour, Sébastien. Alors, la nouvelle économie éclaire l'image des quartiers. C'est un thème que vous traitez justement dans Objectif Métropole de France. C'est assez amusant, car on mesure maintenant l'image des banlieues à partir des commentaires des visiteurs d'Airbnb. C'est un défi que s'est lancé une agence spécialisée auprès des territoires. Et alors, le résultat de l'étude est vraiment étonnant. Alors, on va vraiment aller passer ses vacances dans les quartiers. Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'en effet, cette étude dont vous venez de parler, et qu'on retrouve sur le site web du magazine, Objectif Métropole de France, cette étude montre clairement que, il y a certaines idées reçues sur les quartiers, dans les quartiers populaires, les quartiers sensibles, sur l'image précisément qu'en ont les Français. Alors, l'étude est intéressante parce qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé au crible 1040 hébergements dans 25 quartiers prioritaires de la ville. Alors, c'est pas non plus... c'est pas très méthodique, parce que je veux dire, il n'y a pas véritablement de données précises. Ah si, alors la Courneuve, par exemple, 286 commentaires laissés par les locataires, 72% d'entre eux valorisent le quartier. Oui, alors voilà, non mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont partis sur... surprise. Oui, voilà. Non, ils sont partis sur 25 quartiers, et surtout, ils n'ont pas respecté spécifiquement les périmètres. 10% des visiteurs apprécient l'ambiance. Oui, voilà. Alors 10%, ça c'est à la Courneuve. Mais globalement, ils sont plutôt positifs. Attendez, c'est 94% de bonnes opinions. Ce qui n'est quand même pas, c'est pas rien. Alors évidemment, cette étude, elle va pas renverser la table. Ce que veulent montrer leurs auteurs, c'est qu'on peut effectivement améliorer l'image des quartiers. Et on peut aussi l'améliorer, pas seulement d'ailleurs en y faisant venir du monde, ce qui est un peu le but de cette... On va les citer quand même. C'est la Courneuve, le Mirail à Toulouse. Oui, le Mirail, de Toulouse notamment. Dans JT des Territoires, la Grande Borne à Grigny, les Minguettes à Vénissieux. C'est vraiment la liste des quartiers. Alors, problématiques, dont on entend parler souvent dans l'actualité. Ceux qui sont, disons, on va dire, les plus emblématiques, en effet. C'est 25 quartiers, il y en a 200 au total aujourd'hui, les quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires. Mais ce que je voulais revenir sur un peu cette image, parce que c'est vrai que les Français qui ont l'image la plus négative, finalement, ce sont ceux qui n'ont pas de lien avec les quartiers. Ceux qui, finalement, peuvent avoir un lien, peuvent y venir pour, certes, des vacances Qui va vouloir ces locations donc de courte durée, Airbnb, dans ces quartiers? C'est quoi la typologie de la clientèle? Alors ça, on ne la connaît pas spécifiquement, on ne la connaît pas précisément. Ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, ce sont des personnes surtout qui recherchent des logements peu chers. Et là, en effet, on le voit clairement, ces hébergements sont 10 euros à peu près inférieurs. Ces quartiers sont en moyenne inférieurs à 10 euros. Oui, c'est ça, exactement, absolument. 10 euros à peu près inférieurs à ce qui est constaté dans le reste de l'agglomération. Donc évidemment, la première chose qui intéresse le locataire, c'est évidemment le prix. Et puis aussi, c'est la proximité quand même, la proximité de certains centres d'intérêt. C'est aussi l'offre de transport. C'est d'ailleurs un chiffre qui est assez important dans les remontées que l'étude montre. La note moyenne, c'est 4,72 sur 5. Oui, c'est ça. 4,72 sur 5, c'est pas mal. Mais c'est vrai, là aussi encore, 4,72 sur 5, ça ne permet pas de mesurer véritablement ce que l'on pense du quartier. C'est l'ensemble des commentaires qui ont permis effectivement de voir un peu si ces quartiers sont plus ou moins appréciés, notamment l'ambiance, c'est vrai.
Et la question de l'insécurité. Alors, Jean-Baptiste Fauré, les maires pourraient être contents de ça. Hein, le maire de la Courneuve, par exemple, qui fait partie des 25 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, je fais la transition avec vous, parce que votre édito, c'est le maire de toutes les batailles dans la Gazette des communes, des départements et des régions. Ça, c'est une initiative, par exemple, que les maires de ces quartiers-là peuvent plébisciter, non ? Oui, tout à fait. Alors, ces maires sont souvent au turbin, au charbon. Hein. C'est-à-dire qu'on a des maires qui sont sur le pont jour et nuit. On se souvient quand même de la figure emblématique du maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin. Donc, c'est des maires qui, généralement, sont appréciés de leur population. Il y a un proverbe qui veut que quand on a un bon maire, on le garde. Donc, c'est sans doute ce qui arrivera lors des prochaines élections municipales dans les banlieues, mais pas seulement. Moins d'un an, ces prochaines élections municipales. En fait, ça va arriver très vite. Tout à fait. Et le coup d'envoi a vraiment été lancé avec le ministre chargé des collectivités qui a tendu la main au maire LR. C'est une opération... On appelle ça opération siphonnage, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, après avoir siphonné les électeurs, les Républicains, entend maintenant siphonner les élus. Alors, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, pardon. C'est-à-dire que Emmanuel Macron va mettre sur la table un projet de loi destiné à réhabiliter le rôle du maire, à revaloriser les indemnités des élus. Il faut quand même se souvenir qu'il y a une première étape avec une hausse quand même de 40% des émoluments des maires de métropole, de grandes villes. Et maintenant, sans doute dans son discours de politique générale, Édouard Philippe va annoncer une revalorisation des indemnités des élus, des petits maires, comme on dit. Il est prévu un texte. Oui, tout à fait. Texte cet été sur le statut de l'élu. Très attendu. Déclaration de politique générale attendue mercredi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. Qu'est-ce que c'est la stratégie du coucou, vous écrivez dans votre éditorial ? C'est assez simple. La stratégie du coucou de La République En Marche, elle vise à repeindre aux couleurs des marcheurs, des maires qui jusque-là ont fait leur nid à droite. On l'a vu ce week-end là, avec la tribune dans le journal du dimanche de 70 maires Macron compatibles. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'ils partiront sous les couleurs de La République En Marche, mais ils auront cette étiquette-là qui peut être un booster. Et là-dessus, Sébastien Lecornu s'active beaucoup. C'est quelqu'un qui est un jeune ministre, mais qui est déjà un vieux politique, qui est tombé tout vient petit, de l'air, qui est venu tout petit, qui est tombé tout petit dans la marmite, qui vient des LR, effectivement. Alors dans cette stratégie-là, c'est le good cop. Et puis on a le bad cop, qui est Gilles Boyer, l'ancien conseiller politique, député européen, qui il y a une dizaine de jours a dit les maires qui seront élus sans le soutien de La République En Marche seront les ennemis du président. Il a fait marche arrière un peu. Certes, mais enfin la déclaration est quand même restée gravée. C'était une gaffe, comme on dit. La déclaration est quand même restée gravée dans les mémoires. Contre la droite Novotel, j'ai bien aimé l'expression. Alors, il s'agit du Novotel Paris-Tour Eiffel, où Gérard Larcher a réuni les leaders d'LR la semaine dernière. Tout à fait. Alors la droite a d'autres problèmes. La droite a beaucoup plus de problèmes, évidemment, que les marcheurs. C'est-à-dire qu'elle a plus de chef, elle a plus de projet, elle a plus beaucoup d'électeurs, encore moins de militants, mais il lui reste des élus. Oui, et puis elle a une assise quand même dans les collectivités locales. Quand même. Il lui reste des élus, et ça, les élus, c'est très important pour Gérard Larcher. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux, à ses élus, d'où cette réunion la semaine dernière au Novotel près des Champs-Élysées. Et lors de cette réunion... La droite Novotel, vous l'appelez. Tout à fait. C'est vrai que ça faisait un peu forteresse assiégée, c'est-à-dire qu'ils sont réunis dans le secret d'un Novotel. On n'était quand même pas tellement dans l'opération Reconquête, on était plus dans le syndicat d'élus qui essaye de sauver les meubles, parce que la stratégie de Gérard Larcher elle est très simple. Il s'agit d'endiguer maintenant la fuite de ces maires vers La République En Marche. Il s'agit de limiter la casse aux élections municipales pour garder les clés du plateau, la présidence du Sénat, qui est quand même le bien le plus précieux de Gérard Larcher. Voilà, s'il réussit, ça sera la droite Sofitel. Oui, on montera d'un cran. Métropolitain. D'accord. Gérard Larcher qui sera mon invité vendredi prochain, le 14 juin, en direct sur ce plateau avec nous dans Territoire d'Info. Jean-Baptiste Fauré, pour terminer, ces élections municipales, elles se préparent déjà, dès maintenant. Les maires, ça y est, ils ont commencé leur campagne, j'allais dire. Totalement, le coup d'envoi est lancé. Alors, il y a des réglages quand même encore à trouver. On voit qu'il y a énormément de travaux là en ce moment.
Et il va falloir dire stop très très rapidement parce qu'on sait qu'à l'approche des élections, c'est quand même pas très porteur. Bastien Fournier. Oui, bon, évidemment, la campagne a déjà commencé. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule au portillon d'ailleurs. Il faudra voir du côté des grandes villes. Je ne veux pas parler que évidemment des grandes villes et des métropoles, mais il faudra voir comment les choses se passent. On en parlait tout à l'heure, à savoir à Lille, à Nantes, à Toulouse. C'est vrai que Toulouse, le maire est plutôt pro-compatible, macro-compatible, comme on dit. Mais pour l'instant, il est resté chez les Républicains. Même s'il a appelé quand même à voter pour la liste Bellamy, absolument. Mais du bout des lèvres. Alors, il y en a qui n'ont pas fait les bonnes opérations. Christian Estrosi, par exemple, au dernier moment, il s'est prononcé pour François-Xavier Bellamy, alors que sa ville, majoritairement, n'a pas voté LR. Oui, mais en même temps, comme dit Emmanuel Macron, il y a des degrés. C'est-à-dire que les marchés ont très peu de base locale, donc ils ne peuvent pas faire la fine bouche non plus. Ceux qui n'y sont pas allés franco, Stanislas Guérini le dit plus ou moins, grosso modo, il y aura quand même un régime de tolérance pour ces maires-là. La République En Marche n'a pas intérêt à lancer des inconnus face à des grandes figures comme Christian Estrosi. Votre éditorial, Jean-Baptiste Forêt, le maire de toutes les batailles, avec la stratégie du coucou, j'ai bien aimé, dans la Gazette des communes, des départements et des régions, et puis comment Airbnb note au fond les locations de courte durée dans les quartiers défavorisés. Pour améliorer l'image dans l'objectif métropole de France. Merci messieurs. Regardez la météo ensemble, le temps qu'il fait en France. Ouh là là, vous allez voir, ça se refroidit, il y a de la pluie qui arrive. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui sera notre invitée tout à l'heure. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe du côté du reste du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde. On part au Brésil où les responsables de l'enquête anticorruption Lava Jato auraient manœuvré pour empêcher l'ancien président Lula de revenir au pouvoir. Problème, le juge mis en cause est aujourd'hui le ministre de la Justice de ce pays. En Syrie, avec 12 enfants de familles djihadistes qui ont atterri en France, vous le savez, ils ont été remis par les Kurdes. Parmi eux, un enfant d'un Français condamné à mort. Enfin, on partira pour le Canada qui veut bannir le plastique à usage unique d'ici 2021. Enfin, une bonne initiative. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Potentiellement explosive, c'est indéniablement le statut qui peut être donné aux informations publiées ce dimanche par le site américain d'investigation The Intercept. Une enquête qui vise directement les procureurs brésiliens chargés de la lutte anticorruption et l'actuel ministre de la Justice, Sergio Moro. J'ai été très surprise parce qu'un juge doit être impartial. Et d'après ce qui a été démontré, cela nuit à son impartialité. The Intercept a eu accès par une source anonyme à un grand volume de messages privés échangés entre 2015 et 2017 sur la messagerie cryptée Telegram. Ces messages révéleraient notamment les doutes du procureur en chef de l'enquête, Deltan Dallagnol, sur la culpabilité de l'ex-président Lula da Silva. La fin du voyage pour 12 enfants de djihadistes français et 2 de parents néerlandais rapatriés dans un appareil de l'armée française. À bord, des orphelins, certains malades et dénutris. Le plus âgé n'a que 10 ans. Tous vivaient depuis plusieurs mois dans des camps surpeuplés dans le nord de la Syrie. Un groupe d'enfants remis à une délégation officielle
par les autorités kurdes locales. Je suis fier de participer à la mission conduite par la France de ramener au pays de très jeunes enfants. Pressés par les Kurdes, impatients de vider leur camp, la France est prête à rapatrier des enfants au compte-gouttes, mais refuse le retour des djihadistes. Tout le procès s'est déroulé à huis clos tant l'affaire est sensible. La cour est entourée de forces de sécurité pour éviter tout incident. La peine de mort était requise, mais c'est finalement la prison à perpétuité qui attend les coupables. Sur les 7 accusés, 6 ont été reconnus coupables, 1 a été acquitté. 3 d'entre eux étaient des policiers. Ils ont été accusés pour destruction de preuves, les autres pour kidnapping, viol et assassinat. Un prêtre hindouiste fait partie des assassins. La victime était une petite fille de 8 ans. Voici sa tombe dans le village où les faits particulièrement ignobles se sont déroulés. La pollution plastique. Une eau cristalline et des berges impeccables. Les plans d'eau propres comme celui-ci sont désormais l'exception plutôt que la règle. Nous avons le quart des ressources d'eau douce de la planète. Nous devons absolument réduire la pollution plastique.